le sujet de cette deuxième masterclass de la matinée, ici, c'est l'environnement et la biodiversité. L'eau ne se produit pas, elle se consomme. Hélas, ce n'est pas une ressource inépuisable. Pour parler de la valorisation, la protection de l'eau et la valorisation du patrimoine naturel, on a 4 intervenants ce matin. Jacques Rosemont, qui est directeur du projet de développement durable à la BDT. Nous avons également Julia Labarthe, experte en transition écologique et projets complexes au SIET. Ça va, vous m'entendez bien? Anne-Marie Iltis, qui est à la direction des prêts, chef de projet du secteur public et projets complexes également. Donc nous avons des projets complexes. Jean-François Blanchet, merci d'être venu. Nous avons la chance de vous avoir avec nous, directeur général du groupe BRL. Donc vous êtes une société d'économie mixte. Groupe BRL qui est un opérateur de l'aménagement territorial dans les thématiques de l'eau, bien précisément. Alors, on va voir ici quel est le cycle de vie donc d'un projet à la BDT. On va d'abord se demander comment est-ce que, lorsque le sujet se fait jour dans une collectivité, comment est-ce qu'on peut accompagner cette collectivité pour étudier la faisabilité jusqu'à un diagnostic de son réseau. On verra ensuite comment on peut la conseiller, comment on peut financer son projet et enfin, on aura un exemple concret avec Jean-François Blanchet de ce qui peut se passer en matière de mise en œuvre concrète sur le territoire. Jacques, l'eau et la valorisation du patrimoine naturel, pourquoi ce sujet plus particulièrement de l'eau ce matin, alors que le patrimoine naturel est très large? Merci Corinne. Pourquoi l'eau et le patrimoine naturel? Parce qu'en fait, l'eau est partout. On retrouve l'eau vraiment à tous les niveaux. On en a besoin au quotidien, on en a besoin vraiment à toutes les étapes. Et surtout, l'eau irrigue. C'est pas un mauvais jeu de mots quand je dis l'eau irrigue, c'est-à-dire que l'eau irrigue l'agriculture, l'eau irrigue le secteur industriel. L'eau est vraiment un élément fondamental de notre économie, un élément fondamental de notre activité. Et on va avoir du mal à s'en passer durant la prochaine décennie, voire même durant les prochains siècles. Donc l'idée est de justement pouvoir focaliser sur l'eau. On a, je zappe, c'est ça, hein, ouais. Voilà. Alors, j'en profite. Pourquoi l'eau et par rapport à l'environnement biodiversité. On a un plan d'action développement durable qu'on va appeler PAD ici, avec 3 piliers fondamentaux, et on va retrouver le sujet de l'environnement et de la biodiversité quasiment à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on va aborder le sujet de l'eau. Par rapport, et pour aller un tout petit peu plus loin dans l'introduction et ensuite passer la parole à tout le monde, juste pour illustrer aussi le propos, on a, par rapport à nos prêts, une empreinte territoriale assez forte. On est présent partout sur le financement de la transition écologique énergétique. Et cette cartographie, qui est un outil qu'on a mis en place, nous permet de piloter, de gérer et de monitorer ce qu'on fait au quotidien, justement, sur le sujet de la Banque des territoires, en particulier sur la transition écologique énergétique. Voilà. Les États membres des Nations Unies donc, ont adopté 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs définissent des cibles à atteindre d'ici à 2030. En 2030, en fait, les différentes problématiques sont souvent groupées en 5 grands thèmes. Je vous les rappelle: peuple, prospérité, planète, paix et partenariat. Et il y a dans ces 17 ODD, Objectifs de développement durable, le numéro 6 qui concerne l'eau. Alors vous nous l'expliquez un petit peu. En fait, il est identifié à part entière, mais l'ODD numéro 6, il est partout. Parce que justement, quand on parle de réduction de l'impact et de la fracture territoriale, de la fracture sociale, un foyer qui n'a pas accès à l'eau, aujourd'hui, du coup, il est forcément de fait paupérisé. Une industrie qui n'a pas accès à l'eau est de fait non compétitive. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, on va retrouver l'eau sur tout un tas d'autres activités parce que c'est un facteur d'égalité. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on est un des pays, je dirais pas rare, mais qui met en avant le fait que l'eau est un bien commun. Ce qui veut dire par là, c'est que dans notre facture d'eau, au final, ce qu'on paye, c'est pas tellement l'eau, c'est le traitement qui va autour de l'eau. Et tout l'enjeu, justement, de notre positionnement, nous, en tant qu'acteurs, financeurs, investisseurs, accompagnateurs des collectivités, c'est justement d'aller sur ce sujet de comment optimiser ce coût du traitement de l'eau qui est notre bien commun à tous.
Julia Labarthe, le SIET donc accompagne, conseille les territoires en matière de transition écologique. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, la Banque des territoires joue son rôle de conseil auprès des collectivités, justement pour les aider à passer de l'idée au projet. Donc pour ça, on a une panoplie d'outils divers et tout l'enjeu est de bien définir avec la collectivité, le territoire, quel est le meilleur outil pour l'accompagner en matière de transition écologique, mais dans bien d'autres domaines également. Rapidement, pour brosser un panorama des outils, nous avons à la fois des accompagnements méthodologiques pour aider les territoires à mieux qualifier leurs besoins, à faire émerger les projets. Nous soutenons des études pour aider à structurer des stratégies territoriales en matière de développement durable, entre autres, pour mieux structurer également le montage des projets. Nous avons également des cofinancements d'études et nous mettons à disposition toute une série de ressources. J'y reviendrai. En matière de développement durable, si je devais donner un exemple, je parlerai des démarches. Donc, si vous êtes une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, vous pouvez solliciter Territoire Conseil et disposer d'un accompagnement méthodologique pour mettre en place des actions concrètes en matière de développement durable. Territoire Conseil s'appuie sur un réseau en général des CPIE qui sont les centres permanents d'initiatives pour l'environnement. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie pour aboutir à des plans d'action et je pense par exemple à une communauté de communes du sud de l'Essonne qui, suite à cette démarche, a mis en place des classes d'eau avec les élus et les techniciens pour ensuite travailler sur la question des cours d'eau, la question de la gestion des milieux humides, etc. Alors, vous n'êtes pas Aegis, vous n'êtes pas l'ACET, vous êtes le SIET. Vous situez où exactement dans la chaîne de l'étude ? Vous ne faites pas d'études d'ailleurs. Nous soutenons des études. Pour cela, en fait, nous avons plusieurs possibilités, soit des cofinancements d'études, soit des outils internes à la Banque des territoires via des marchés que nous avons déjà passés avec des prestataires déjà sélectionnés. Quelques exemples sur les cofinancements. Aujourd'hui, nous travaillons sur les contrats de transition écologique. Les directions régionales de la Banque des territoires discutent avec les collectivités, l'État, l'ADEME, tous les partenaires associés pour définir une série d'actions. Et bien évidemment, la question de l'eau fait partie intégrante de ces contrats. Et nous analysons les besoins en études et les cofinancements que nous pouvons apporter dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'Aquapré, nous envisageons également pour des collectivités qui auraient des déficits en ingénierie en interne de cofinancer des études lorsqu'il manque un diagnostic de réseau ou un programme pluriannuel d'investissement. Et par ailleurs, nous sommes en train de développer un marché à bon de commande. Donc nous sélectionnons des prestataires avec des interventions prédéfinies et nous pouvons mettre à disposition en amont, quand une collectivité se pose une question pour structurer un projet en matière de développement durable, des études relativement courtes. Ces prestations existent déjà dans le cadre d'Action Cœur de Ville, donc vous pouvez tout à fait solliciter, si vous êtes une ville cœur de ville, une prestation sur la biodiversité et la nature en ville dans ce cadre-là. Alors, quel type d'ingénierie une collectivité peut trouver à vos côtés ? Une petite collectivité, par exemple, au quotidien, qui souhaiterait traiter le sujet de l'eau ou de la biodiversité sur son territoire ? Alors aujourd'hui, on a donc beaucoup d'accompagnement méthodologique, comme je le disais. On est très sollicité sur la GEMAPI et notamment Territoire Conseil, donc la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Territoire Conseil a mis en place une démarche GEMAPI qui là aussi permet d'accompagner élus et techniciens sur le développement de cette compétence sur la base d'un diagnostic. Territoire Conseil aide les collectivités à bien cerner les enjeux et définir le plan d'action pour mettre en œuvre des actions qui tournent autour de la GEMAPI. Je pourrais y revenir. Des journées d'information aussi. Alors, il y a également, oui,
des ressources mises à disposition, des journées d'information également organisées par Territoire Conseil, mais également une banque d'expérience qui est en ligne. Vous avez également des guides méthodologiques qui sont réalisés. Tout ça vient évidemment des remontées de terrain, des questions qui nous sont posées, et nous capitalisons sur l'ensemble des éléments que nous collectons, les études que nous menons, et nous mettons tout ceci à disposition sur la plateforme. Allez, une fois que le projet a été identifié, étudié, diagnostiqué à la direction des prêts, vous, Anne-Marie, vous proposez un financement. Il s'agit de l'Aquaprêt. Vous nous en dites plus ? Oui, tout à fait. Alors en fait, le patrimoine des réseaux d'eau, tant potable que d'assainissement, souffre depuis de plusieurs années d'un sous-investissement chronique. Et notre enveloppe Aquaprêt vise à accompagner les collectivités dans une démarche d'investissement, mais sans fragiliser les équilibres financiers. Et il faut rappeler pour ça que le service public de l'eau potable et d'assainissement repose sur la ressource. Les revenus en fait du service public génèrent la ressource du fonctionnement du service public. C'est ce qu'on appelle en fait plus basiquement l'eau paye l'eau, pour parler clairement. À l'occasion des assises de l'eau de l'année dernière, qui étaient consacrées au petit cycle, nous avons donc mis en place une enveloppe de 2 milliards d'euros qui est disponible jusqu'en 2022, qui sert en fait le financement des infrastructures d'eau potable, d'assainissement et le traitement des eaux pluviales. Elle s'appuie sur notre expertise, puisque précédemment, nous avions déjà le prêt croissance verte. Et elle vise en fait à obtenir une meilleure connaissance des réseaux, puisque je crois que l'année dernière, la thématique principale a été le constat d'une méconnaissance de ces réseaux. Et donc, cette connaissance passe par un diagnostic. Le diagnostic permettant donc d'avoir une cartographie, un état du réseau, et sur cette base-là, d'identifier les fragilités, les fuites notamment du réseau, et donc de programmer les travaux en fonction de ce diagnostic. Et cette meilleure connaissance permet aussi d'alimenter les bases de données, notamment CISPA au niveau national. Allez, donnez-nous quelques particularités de ces prêts. Alors, je vais commencer par la principale, qui est qu'il s'agit de la première offre dédiée au secteur public local qui propose un financement pouvant aller jusqu'à 60 ans. Cette maturité inédite tient au fait que les actifs que sont les réseaux d'eau potable et d'assainissement ont une durée de vie et d'amortissement très longue. Forcément. Ouais. La seconde particularité, là, on l'a déjà évoqué, c'est le diagnostic, la connaissance et une démarche patrimoniale. Donc, en fait, pour être éligible à l'Aquaprêt, il faut disposer du diagnostic et avoir établi un programme d'investissement pluriannuel. Et la dernière, je dirais, mais pas des moindres, est qu'il s'agit d'une offre à taux du livret A plus 0,75% de marge, quand notre offre standard est à 1,30% de marge. D'accord. Alors après 5 mois de commercialisation, parce que c'est tout récent hein, quand même, il faut le dire, pouvez-vous nous dire comment il est accueilli cet Aquaprêt ? Alors plutôt bien. Aujourd'hui, on est à une centaine à peu près de prêts instruits. Ce qui représente 135 millions d'euros qui sont pour la moitié même déjà en cours de contractualisation, voire signés, et ce répartis sur l'intégralité du territoire. Très bien. Comment concrètement une collectivité qui a besoin d'après vous appelle, fait appel à vous ? Comment ça se passe ? Alors, tout d'abord, parce que je pense qu'on peut avoir une collectivité ici, dans le public. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un prêt qui a été pensé dès son origine pour faciliter le parcours client. Et donc, elle est intégrée dans la plateforme Banque des Territoires. Notre ambition dans les prochains mois est même de parvenir à pouvoir émettre ces prêts-là quasiment sans délai via la plateforme. D'ici là, et puis même pour l'avenir, en fait, la collectivité peut se rapprocher de la direction régionale concernée, et avec le directeur territorial, elle établira le bilan de son besoin tant en ingénierie sur la base de l'offre que décrivait Julia, que sur le financement. Et dès lors que nous disposons des pièces que sont le diagnostic et le programme, ça peut aller très vite. Allez, rien de tel pour donner des clés de compréhension qu'un exemple concret d'un projet que vous avez financé récemment.
Alors, récemment, en réalité, je voulais plutôt parler du premier projet. Le premier. Le premier, en fait, a démontré la réactivité, parce qu'on l'a mis en place en moins de 3 semaines, et en fait, sa diversité, puisqu'en fait, il s'agit du syndicat mixte des eaux et assainissement de Haute-Garonne, qui, au travers de l'Aquaprès, finance la création d'un réseau d'assainissement, le renforcement d'une station d'épuration, le raccordement d'un hameau à une station d'épuration et des travaux d'aménagement pour le recueil d'eau pluviale. Alors, au-delà du financement Aquaprès pour la préservation de l'eau, de cette ressource naturelle, il y a aussi la valorisation du patrimoine au global, qui est un sujet un petit peu plus large, du patrimoine naturel, pardon. Est-ce que vous avez des projets dans vos cartons, Anne-Marie, à la direction des prêts ? Alors, comme le disait Jacques tout à l'heure, en fait, à la Banque des Territoires, nous sommes attachés aussi aux enjeux que représente la ressource en eau. Et ces enjeux sont indissociables de ceux liés à l'eau potable, l'assainissement et les eaux pluviales. Donc, de fait, nous avons proposé, dans le cadre des Assises de l'eau grand cycle, qui sont encore en cours, d'élargir notre offre Aquaprès à la gestion, au projet visant à la gestion des espaces et des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. La GEMAPI. La GEMAPI, c'est ça. Et en fait, l'idée est de pouvoir tenir compte des impacts des changements climatiques et ainsi accompagner les collectivités dans leurs projets, à titre d'exemple, de biodiversité aquatique, de préservation de zones humides. On voudrait pouvoir, par exemple, accompagner une collectivité qui voudrait acquérir un foncier pour préserver une nappe phréatique. Et puis, plus classiquement, en matière de prévention des inondations, les financements des digues, tout ce qui sera en fait anti-submersion marine, etc. Est-ce que Jacques veut réagir ? Oui. Juste pour réagir en complément, et c'est vraiment important parce que Anne-Marie parlait des assises de l'eau. C'est la première fois qu'à un si haut niveau, au moment des assises, on aborde 3 sujets. Et je pense que c'est entre autres grâce aux travaux de CDC Biodiversité et des acteurs aussi importants que ça au sein du groupe. Je pense notamment au fait qu'on parle enfin de solutions fondées sur la nature. Donc ça, c'est exactement ce que décrivait dans le cadre de la GEMAPI Anne-Marie. On parle aussi d'outils qui permettent de mesurer et de voir notre impact et l'impact d'un projet sur un territoire au-delà de la zone humide, mais sur la nappe phréatique et sur le foncier naturel. Je pense notamment à des outils de pilotage comme des outils de scoring comme le Global Biodiversity Score qui permettent de savoir, de renseigner une collectivité sur l'impact qu'elle va générer sur son territoire d'un point de vue purement biodiversité. Et en fait, la biodiversité, c'est l'eau. Et c'est vraiment important de le souligner, surtout à ce moment-là, parce que justement, la GEMAPI, l'Aquaprès, fait le lien entre le réel et le quotidien d'une collectivité et les fondamentaux de la nature. Jean-François Blanchet, le groupe BRL, je l'ai dit tout à l'heure, est un opérateur de l'aménagement territorial dans les thématiques de l'eau. Comment opérez-vous justement et quelle est votre approche spécifique, vous, quand vous interagissez avec un territoire ? Écoutez, tout d'abord, nous sommes une SEM, donc en tant que SEM, nous sommes un opérateur qui travaillons à rendre possible ce que des élus ont défini comme nécessaire. Donc tout l'enjeu est d'avoir un véhicule d'intérêt général avec une performance d'entreprise au service du territoire, de ses citoyens, avec un ingrédient supplémentaire aujourd'hui qui est la durabilité, la soutenabilité. Donc le changement climatique nous convoque à raisonner autrement, à intégrer des facteurs qui aujourd'hui étaient peut-être un peu moins, antérieurement un peu moins pris en considération, notamment le fait d'avoir une planète à ressources limitées, le fait de travailler aussi sur une analyse du cycle de vie des aménagements que nous faisons et sur l'économie circulaire. Donc cette approche nouvelle amène pour nous autres sociétés d'économie mixte à être vigilants d'abord sur notre gouvernance. On y retrouve souvent la Banque des Territoires, qui est un actionnaire de plus en plus actif, qui participe à nos débats, à nos comités, pour justement introduire ces éléments de biodiversité, d'environnement, de gestion du temps long, et aussi dont d'autres acteurs tels que les collectivités. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est vraiment de changer notre paradigme, de sortir d'une approche qui était fonctionnelle auparavant, en réalisant un bien, un aménagement, une grande opération, pour être dans une logique de triple A, le A de l'anticipation. Il faut penser les choses souvent 5 à 10 ans à l'avance,
avant que certains phénomènes se produisent. Le A, de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique, qui est un enjeu essentiel. Aucun projet ne peut être aujourd'hui développé si on n'intègre pas préalablement ces dimensions-là. Et le A, enfin, le A de l'acceptation. Un bon projet, un projet légitime, c'est un projet qui est accepté par les populations. Mieux encore, il pourrait être désiré, mais là on est sur des sujets peut-être un peu plus philosophiques. Donc voilà, en tant que SEM, comment nous nous positionnons. Et aussi une spécificité à votre approche, c'est que c'est une approche environnementale intégrée. Tout à fait. Alors, sur l'approche environnementale aujourd'hui, il est important de se positionner sur une vision qui intègre justement les retours des assises nationales de l'eau. Quand on parle de l'eau, qui est la matrice de la biodiversité, on pense aujourd'hui à 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est protéger le milieu naturel, protéger les milieux aquatiques, les rivières. Et en cela, réduire les pressions anthropiques, pressions de prélèvement qui pourraient affecter, au-delà de l'aspect quantitatif, aussi l'aspect qualitatif des milieux. C'est aussi consommer différemment, consommer moins, faire des économies sur les réseaux, raisonner également la demande en eau, qu'elle soit domestique, qu'elle soit agricole, qu'elle soit industrielle. Et puis enfin, une dimension là aussi nouvelle avec le changement climatique, qui est le fait de travailler plus collectif, de partager. Et là, on entre dans la dimension de la gouvernance, le fait d'être dans des visions dans lesquelles les acteurs se concertent et travaillent de façon globale. Voire sont formés même par vous à des problématiques. Alors, certaines parties prenantes. Alors effectivement, lorsqu'on parle de projets complexes ou de projets impactants au niveau de l'environnement, il est important pour nous d'introduire les dimensions du principe ERC. ERC, c'est un E immense, éviter. Dès lors qu'on peut éviter d'apporter des impacts sur le milieu, faune ou flore, il faut évidemment maximiser cette dimension. Ce n'était pas toujours le cas auparavant. Mais aujourd'hui, l'attention est plus soutenue. Le R de réduire les impacts dès lors qu'on n'a pas pu les éviter. Et un C incontournable dès lors qu'on n'a pu ni éviter ni réduire, qui est le C de la compensation. Nous, sur ces enjeux-là, ce qui est important, c'est de pouvoir introduire des dimensions de concertation en amont, de travailler, par exemple, avec la DREAL pour préparer les décisions de l'autorité environnementale avant de confronter le projet dans sa complexité sur ces éléments de dimension qui nécessitent souvent beaucoup de dialogue, beaucoup de concertation et aussi des phases de temps difficilement compressibles. Il y a le fait aussi, on y a travaillé au niveau du groupe BRL, c'est de changer notre vision des choses. Si on veut changer notre rapport au monde, et avec le changement climatique, nous n'avons pas d'autre option. D'où le changement de paradigme que vous évoquiez. Exactement. Il faut commencer par se transformer soi-même. Et se transformer soi-même, pour nous, ça a pris des dimensions concrètes, c'est-à-dire qu'on a introduit de nouvelles compétences assez singulières. Vous êtes allé les chercher où ? Assez singulièrement, on a pris, par exemple, on a embauché, il a accepté, c'était pas évident pour lui, un ancien cadre de Greenpeace et qui travaille à France Nature Environnement. Je ne vous cache pas que mes collègues de l'aménagement, lorsqu'on a procédé à ce recrutement, ont été très interrogatifs. Mais écoutez, nous nous sommes apprivoisés, comme le renard du Petit Prince. Nous avons appris à nous comprendre réciproquement et grâce à cela, notre regard a changé. Les éléments du diagnostic que nous posons sont différents et on a même poussé le raisonnement jusqu'à faire des retours d'expériences environnementaux sur nos opérations au fur et à mesure que nous les séquençons, que nous les réalisons. Et très concrètement, on a noué un partenariat avec une association qui s'appelle Graines Languedoc-Roussillon, qui fédère plusieurs associations environnementales pour former nos cadres dans toutes les dimensions des projets, c'est-à-dire études amont, assistance à maîtrise d'ouvrage, les prestataires avec lesquels on peut travailler. Je pense à l'ACET, notamment avec Stéphane Keïta et Florence Decker, qui, dans le contrat de réseau, nous accompagnent. Donc, c'est important dans le jeu collectif. Et puis aussi avoir cette vision de associer la maîtrise d'œuvre, associer la maîtrise d'ouvrage, associer l'exploitation. Et là, les personnes de cette association, Graines, nous ont aidés à formaliser, à mieux travailler et quelque part à être moins impactant sur l'environnement. Est-ce que cette mise en tension, mise en mobilisation de toutes les parties prenantes vous a permis de dépasser les barrières mentales ? Écoutez, la première barrière mentale qui m'a toujours un petit peu surprise, c'est d'entendre parler par nos équipes de contraintes environnementales. J'avoue que pour moi, c'est un oxymore. Contraintes et environnement, on n'est pas dans de la contrainte environnementale, on est dans des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, on devrait être formellement, un petit peu comme en matière de soins, dans du care, dans de l'attention portée à. Et tout le travail que nous avons fait au niveau de nos équipes, et je m'y emploie parce que, comme disent les anglo-saxons, turn at the top, on doit être exemplaire au plus haut niveau pour amener chacune de nos équipes à travailler sur ces dimensions-là. Nous avons là aussi changé notre vision des choses pour être plus attentifs, avoir un principe de précaution et d'action préalable au niveau environnemental.
Et puis, ce qui est important, c'est de travailler avec les nouveaux outils, notamment d'innovation. Et là, je tiens à saluer un partenariat qu'on a monté avec CDC Biodiversité sur les PSE. Et je salue Marc Abadine qui est dans l'auditoire, pour justement réfléchir avec un temps d'avance sur ces sujets qui sont très théoriques, mais avec la question de comment pouvons-nous les appliquer. Et de ne pas attendre d'avoir tout le fructus de la réflexion universitaire, de la réflexion académique, avant de rentrer dans le champ applicatif. Donc ça aussi, c'est une exigence du changement climatique. Il faut qu'on travaille en méthode agile, c'est-à-dire avoir des petits gaps, des petits progrès, appliquer et faire mieux. La méthode agile comme en informatique, des sprints. Exactement, des sprints environnementaux, parce qu'on est sur une partie à temps limité, on le sait, et la température s'élève. La planète ne brûle pas, mais elle monte en température. Ouais. Et notre job, c'est de réduire, voire d'inverser la courbe. Allez, donnez-nous un exemple concret de mise en œuvre pour terminer. Alors, On va passer les... Ah ben, voilà. Donc Jacques nous avons s'y met. effectivement, nous participons avec la région Occitanie, avec le soutien de la Banque des Territoires Occitanie, à réaliser un grand projet d'aménagement, de transfert d'eau du Rhône, qui aujourd'hui s'arrête par un système de canaux à Montpellier, pour la transférer sur le Biterrois et le Narbonnais. Donc c'est un projet qui est assez significatif, 220 millions d'euros d'investissement, 140 km de canalisation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une logique de l'offre. On n'est pas là pour développer encore davantage, anthropiser davantage. On est dans une logique de mix de l'eau, de la même façon qu'il y a des mix énergétiques, à savoir conjuguer une ressource qui est plus renouvelable, qui est la ressource Rhône, même si on sait que cette ressource faiblira dans le temps, mais il en restera suffisamment, et l'associer avec des ressources locales pour justement soulager des nappes qui aujourd'hui peuvent être menacées, notamment par le biseau salé lorsqu'on est en secteur littoral, ou pour lesquels il y a une pression de prélèvement trop importante. Et le principe de ce projet, c'est de le réaliser progressivement pour conjuguer à la fois un développement économique, qu'il soit agricole, qu'il soit pour la réponse à la croissance des collectivités sur la demande en eau potable, ou pour des besoins touristiques du fait de l'attractivité du littoral d'Occitanie, répondent à cela tout en préservant l'environnement. Donc on est dans du en même temps, avoir une croissance raisonnable, soutenable, et en même temps agir positivement sur l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on peut faire avancer les diapos, sinon je parle 1 heure sur celle-là. Donc, ce qui était très important... Ça, c'est la démarche de concertation. Exactement. Voilà. Ce qui était important pour nous, ça n'était pas un choix au départ, c'est le processus de débat public. Voilà. Donc, du fait des caractéristiques du projet, nous avons dû confronter notre vision avec une commission particulière du débat public et tenir pour cela une vingtaine de réunions, rencontrer 1000 participants, pas tous favorables au projet, et c'est normal, et avec une rencontre sur nos sites internet de plus de 20 000 points de contact. Et ce qui a été très salutaire, c'est justement, à partir de cette confrontation, à partir d'une vision du territoire, d'une vision des associations environnementales et de notre propre vision, dépasser les visions propres des acteurs pour arriver à une vision intégrée et acceptée, qui fait qu'aujourd'hui, ce projet de mobilisation de ressources en eau, qui est significatif, c'est un transfert de 10 à 15 millions de mètres cubes d'eau par an, à terme, se déroule dans des conditions satisfaisantes pour lesquelles nous nous obligeons à rendre compte des engagements que nous avons pris au travers d'une instance de concertation qui se réunit annuellement. Avant d'engager de nouveaux travaux, on engage des forums territoriaux pour à nouveau dialoguer. Et je ne vous cache pas, et ça doit s'entendre aujourd'hui, qu'on a pris un grand plaisir à dialoguer avec le territoire, à parler avec lui. Ça s'entend. Parce que, comme on le dit, on est aujourd'hui des climacteurs. Donc on agit, on opère, on est des facilitateurs en tant que SEM, mais dans un contexte climatique. Peut-être pour avancer, parce qu'il y a d'autres diapos voilà, sympas. Jean-François, qu'on avance. Vous dire très vite, non, là c'est un peu trop vite. Pour dire simplement qu'un projet rencontre toujours un territoire, que dans un territoire, il y a le passé, on l'écoute, et là on voit notamment un squelette de 3000 ans que nous avons trouvé sur le tracé d'Aqua Domitia, qui suit un peu la Via Domitia, et nous profitons du projet en effet additionnel, en aménité, pour amener des scolaires aussi, pour apprendre sur comment nous pratiquons pour être positivement contagieux sur le sujet. Next. Voilà. Innover aussi. Aujourd'hui, on a le bénéfice, grâce au numérique, c'était l'atelier de tout à l'heure, de pouvoir mettre en avant des systèmes informationnels sur nous, du big data. On travaille aujourd'hui avec l'Université de Toulouse, le projet ANITI, sur l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'environnement et de l'eau, ou ici la maquette numérique.
Autre point important, vous les voyez, ils sont magnifiques. Des lézards osselets qui sont à la gauche, une outarde canepetière qui est en partie essentielle, très majestueuse, une pie-grièche à poitrine rose, un peu plus modeste, mais quand même fière sur sa posture. Et enfin, vous l'avez tous reconnu et toutes, c'est la magicienne dentelée. Donc quand on voit ça et quand on les voit comme ça, très sincèrement, on ne peut pas faire des grands travaux sans précaution. Voilà, tout cela, c'est une biodiversité où nous autres humains sommes d'égal à égal, en quelque sorte, sur un territoire qu'il faut protéger. Je fais vite parce que je crois que l'heure avance. Dans le cas des mesures compensatoires, nous avons aussi travaillé sur un projet très stimulant qui a beaucoup plu à nos équipes, qui est de participer à la mise en place en fait, d'une mesure agro-pastorale avec une jeune bergère qui manquait de territoire, qui s'appelle Bérangère. Voilà, ça ne s'invente pas. Une bergère qui s'appelle Bérangère. C'est vrai, hein, c'est véridique, hein, ce n'est pas pour un effet de manche. Et qui a collaboré avec nous. Et nous lui avons apporté des terrains et nous l'accompagnons aujourd'hui pour que son projet, qui était un petit peu compliqué sur le plan économique, puisse réussir, et ceci en association avec Haute-Claire, qui est aussi une association très engagée sur le plan de l'environnement. Il y a une dernière image. Et là, la partie importante, les travaux, parce que quand même, il y a des travaux, il y a des saignées sur le territoire qui sont temporairement nécessaires. Et sur ces saignées-là, ce que l'on rencontre au niveau de la biodiversité, ça s'appelle des riverains. Et ces riverains-là, ils ont aussi au départ des appréhensions, des craintes, parce que voir arriver des grosses pelles mécaniques, comme on les voit, c'est quand même une approche un petit peu traumatique sur des vignes que le grand-père a pu planter, que le père a travaillé, qu'il souhaite à nouveau exploiter. Et là, nous avons aussi mis en place des instruments de dialogue pour discuter 2 à 3 ans avant le projet, se concerter et être en procédure au maximum amiable. Et sur 140 km de canalisation, nous avons aujourd'hui 95% de procédures amiables. Nous avons même poussé la coquetterie à travailler en dehors d'une déclaration d'utilité publique pour s'interdire d'exproprier. Allez, un dernier mot de Jacques avant qu'on passe la parole à notre public. Un petit mot ? Merci Corinne. Oui, en fait, on a juste vu ce qu'on est capable de faire qui va au-delà de l'environnement et de la biodiversité, mais qui justement touche l'ensemble de nos métiers au quotidien, de l'ingénierie, de l'accompagnement sur des projets, je dirais pas simples, mais qui sont les projets du quotidien d'une collectivité grâce au prêt et grâce à l'outil prêt. Mais le prêt sans l'investissement, ça ne marche pas. L'investissement sans le prêt, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a des outils comme les SEM ou des outils investisseurs qui nous permettent d'aller plus loin et d'accompagner des projets qui non pas soient plus ambitieux, mais qui permettent vraiment d'accompagner sur le très long terme. Et c'est vraiment ça l'ADN de la Banque des Territoires sur sa dimension de développement plus durable par rapport à l'ensemble des territoires. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que, je vous en prie, je vous apporte le micro moi-même. Oui, monsieur. Sur les conditions financières. Je suis président d'un syndicat intercommunal et on a des travaux d'assainissement à faire avec une station d'épuration qui fonctionne à 30% de sa capacité, 40% des immeubles raccordés, il en manque 60, donc des difficultés financières. Et on a eu des contacts avec la Banque des Territoires pour lancer un très gros projet qui va, enfin pour nous très gros, qui représente 3 millions d'euros. J'ai cru comprendre que jusqu'à une somme de prêt, alors c'est 3 millions, l'agence de l'eau subventionne à 40%. J'ai cru comprendre que de votre côté, vous pouvez nous aider, mais qu'à partir du moment où le prêt dépassait 1 million d'euros, ça commençait à poser problème. Non, alors c'est aussi un des avantages de l'Aquaprêt. En fait, dès lors que le besoin d'emprunt est inférieur à 5 millions d'euros, nous pouvons accompagner le projet sur l'intégralité du besoin d'emprunt. Voilà. Donc, j'espère que vous avez déjà enclenché des discussions avec les camarades de la direction. On a eu des contacts pour l'instant. Et avant d'enclencher la phase suivante, je veux être sûr du coût des travaux. Donc, on a lancé toutes les études pour définir les projets de façon très détaillée, domaine public, domaine privé, avant de se retourner complètement vers vous. Mais j'ai cru comprendre qu'en 3 semaines, on pouvait finaliser. En fait, dès lors que vous avez les études, vos diagnostics, votre programme d'investissement, effectivement, on va très vite. Donc, en revanche, il est vrai qu'il faut les documents. Nous avons. Voilà, parfait.
Donc vous entrez en contact avec Anne-Marie Iltis dès demain. Il y a une autre question ? Bien, donc c'est que c'était très clair. Je vous remercie beaucoup, Jacques, Anne-Marie, Julia et Jean-François. À très bientôt.